m'appelle Alice Facci, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr et membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre France. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, pour ceux qui seront sur le replay, ou si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des derniers événements. Et puis bien sûr, si vous connaissez pas encore mon site, je vous engage à aller regarder tout ce que je mets à disposition gratuitement. Il y a plein de ressources et vous pouvez vous abonner également à la newsletter pour être tenu au courant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des dernières évolutions du métier. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette problématique qui est récurrente et qui est vraiment commune aux business analysts. C'est la gestion de leur calendrier et évidemment la priorisation de leurs activités. Alors vous me connaissez, pour ceux d'entre vous qui me suivez, j'aime bien faire un plan. Donc je vais vous donner des guidelines pour vous aider un petit peu à gérer votre temps en tant que business analyst. Je vais commencer quand même par un petit portrait du business analyst multitâche et débordé. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça. Ensuite, je vais vous donner les prérequis d'une bonne gestion du temps, de votre temps en tant que business analyst. Ensuite, je vais vous donner également des outils pour le gérer efficacement, ce temps. Et également, en dernière partie, je vais vous donner mes astuces supplémentaires pour savoir ne pas être débordé et pouvoir faire un bon boulot à peu près dans les temps. Je dis à peu près parce que malgré tout, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que oui, effectivement, un business analyst, il peut être multitâche et débordé, et c'est même très fréquent malheureusement. Avant d'aller plus loin, et de vous expliquer comment faire pour ne pas l'être, tout d'abord il faut juste refaire le point sur les différences entre un business analyst métier, un business analyst gouvernance et un business analyst en système d'information. Parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les lives et dans mon site, il y a ces 3 catégories de business analyst. Donc finalement, je me suis dit ce matin en préparant, est-ce qu'il y a une différence dans la gestion du temps de ces 3 catégories de business analyst? Alors oui, je pense qu'il y a une différence. Il y a plutôt 2 catégories. Tout d'abord, il y a la catégorie de ceux qui travaillent en mode projet et qui ne sont pas dans les systèmes d'information. Ça, il s'agit des business analysts gouvernance et métier. Et ces 2 catégories de business analysts, ils vont intervenir quand une organisation exprime un besoin de changement à plus ou moins grande échelle et qu'elle demande à un business analyst de lui recommander, puis de lui décrire et de lui mettre en œuvre la meilleure solution possible. Par exemple, redéfinition des processus métiers, conduite du changement, définition et mise en place de KPI, etc. Les KPI, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais aborder au prochain live pour vous expliquer ce que c'est. Donc cette catégorie de business analyst va travailler essentiellement avec des contributeurs métiers, des experts métiers et des managers ou des directeurs. Elle ne va pas travailler avec une équipe technique informatique, contrairement au business analyst en système d'information qui va travailler avec les SME, les subject matter experts, donc les experts métiers, également les managers et directeurs, mais en plus, ils vont travailler, ces business analysts en système d'information, avec une équipe technique, une équipe donc, qui va être chargée de mettre en place la solution informatique. Ce business analyst en système d'information, en plus d'avoir le mode projet, c'est-à-dire qu'on va lui demander d'intervenir sur une solution à construire, il va aussi pouvoir intervenir en mode maintenance, c'est-à-dire qu'une fois que la solution elle a été déployée et mise à disposition des utilisateurs de l'organisation, il y aura tout un ensemble de tâches de maintenance évolutive et corrective à mener à bien jusqu'à la fin du cycle de vie de la solution, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'elle soit obsolète. Et donc il y a des business analysts qui n'interviennent qu'à ce moment-là du cycle de vie de la solution. Donc il faut comprendre qu'effectivement la gestion du temps elle n'est pas la même lorsqu'on est business analyst en mode projet, où on a une feuille de route à peu près planifiée, et on n'a pas les urgences de ce qu'on appelle la production, du live, de la vie opérationnelle des utilisateurs. On ne l'a pas encore, cette contrainte liée à cette gestion du temps. Par contre, lorsque vous êtes business analyst en système d'information et vous travaillez dans un contexte de maintenance évolutive et corrective, eh bien forcément, vous allez, en plus de devoir gérer votre temps habituel, être totalement contraint par les urgences pour les utilisateurs. S'il y a un bug critique, il faut tout de suite le résoudre. Ça peut chambouler totalement votre calendrier, même si vous avez voulu faire bien les choses. Donc ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, il faut comprendre qu'il y a les contraintes en fait de gestion du temps qui pèsent sur un business analyst sont, on va dire, de trois ordres. La première chose, il y a les attentes des managers, de la direction ou du client, côté métier on va dire. Alors là effectivement, je ne vais pas vous apprendre grand chose, ça dépend complètement de l'organisation, ça dépend de la politique managériale, de la stratégie managériale du client. Donc il y a des bons et des mauvais managers, voilà, ça on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et vous en tant que business analyst, forcément vous n'aurez pas non plus votre mot à dire, hein. Vous allez sans doute parfois subir de mauvais managers, mais bon c'est on va dire comme partout. Mais après, dans ces attentes des managers, de la direction du client, il y a aussi une autre notion sur laquelle vous pouvez avoir plus ou moins un impact. Il s'agit du cadrage de la mission ou de votre fiche de poste. Donc si vous êtes prestataire, business analyst externe, donc prestataire, forcément il y aura eu un contrat entre votre société de service et le client. Si vous n'avez pas de chance, ce contrat a été est trop vague, trop ambigu et la mission pour laquelle vous allez intervenir n'est pas très claire. Et dans ce cas-là, effectivement, ça va être parfois compliqué de refuser des demandes de votre client, tout simplement parce que c'est open bar, le contrat est mal ficelé, trop vague, et vous pourrez difficilement refuser en prétextant ou en expliquant que dans le contrat de prestation, c'est pas prévu. Donc c'est important malgré tout de pouvoir discuter avec l'ingénieur d'affaires, avec votre employeur qui est la société de service, pour vous assurer et les aider à construire une offre commerciale qui soit claire, précise et non ambiguë. Donc c'est là que je dis, potentiellement vous avez quand même votre mot à dire, alors, pas tout le temps je sais bien, hein, mais si vous intervenez dans la construction de l'offre, surtout soyez hyper précis dans la définition de votre intervention. Après, si vous êtes salarié, business analyst salarié, forcément, reportez-vous à votre fiche de poste. Alors, je sais qu'elles ne sont pas tout le temps très bien construites. Parfois, il n'y a même pas de fiche de poste dans les petites structures. Mais écoutez, pour répondre à votre manager, ce n'est pas toujours évident, mais vous pouvez déjà avoir cette base-là pour savoir comment gérer votre temps, pour éventuellement refuser des choses qui ne sont pas dans votre périmètre. Alors, les demandes dans ce cadre-là, pour répondre aux attentes des managers, de la direction du client côté métier, il faut savoir que les demandes d'évolution, c'est pas des demandes d'évolution, mais les demandes proviennent en fait des managers et des clients. Donc c'est eux qui vont vous dire, voilà, voilà mon objectif, voilà ma stratégie, et voilà ma vision métier que je veux implémenter. Et donc forcément, pour gérer votre temps, ça va dépendre de cette vision métier. Ensuite, vous avez les contraintes qui viennent des experts métiers. Donc les experts métiers, ça peut être n'importe quel contributeur qui va vous aider à recueillir des besoins. Ça peut être un comptable, ça peut être je sais pas, quelqu'un de la logistique, ça peut être un technicien, ça peut être un manager aussi qui peut être SME. Alors en général, en tant que business analyst, ces gens-là, ces subject matter experts, ce n'est pas eux qui vont venir vers vous pour vous bouleverser votre agenda sciemment avec des questions ou des demandes de dernière minute. En général, c'est l'inverse. C'est le business analyst qui va aller les solliciter pour recueillir des informations. Et même dans le cas où vous travaillez dans le cadre d'une maintenance évolutive de système d'information, il faut savoir que ce sont les key users métiers, donc les utilisateurs clés métiers, qui, lorsqu'ils ont un besoin d'évolution, ils vont en général saisir un ticket, on appelle ça un ticket dans un outil dédié, où ils vont dire, voilà, j'ai besoin de telle fonctionnalité supplémentaire, ou alors j'ai tel problème à corriger, tel bug à corriger. Et en fait, après, il y a un workflow dans cet outil qui va arriver à l'équipe technique, par exemple, ou quelqu'un qui va faire le tri de toutes les demandes et après qui va les répartir aux bonnes personnes. Donc en fait, dans ce cadre-là, c'est toujours pareil, le subject matter expert n'est pas celui qui va venir chambouler votre agenda, c'est vous qui allez plutôt les solliciter. Par contre, votre problématique, ça va être leur disponibilité à ces experts. Parce que quand vous allez devoir recueillir des informations, vous allez devoir forcément vous caler sur leur agenda à eux. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Autre contrainte pour la gestion du temps pour un business analyst, eh bien c'est pour le business analyst en système d'information, c'est en plus celle de l'équipe technique, de l'équipe de dev et de la gestion de projet de manière générale. Donc là, en fait, les contraintes qui vont agir sur votre temps, ça va être on va dire de trois ordres. Premièrement,
quel type de gestion de projet est-ce? Est-ce que c'est en agile ou est-ce que c'est en traditionnel? Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est vrai que j'en ai déjà pas mal parlé. Je vous invite à regarder mes autres vidéos ou mes articles là-dessus. Mais effectivement, quand vous êtes en approche agile, vous avez très peu de visibilité moyen et long terme. C'est vraiment du court terme. Sur un sprint donné, sur une itération donnée, vous avez vraiment le nez souvent dans le guidon pour vite faire les choses. Contrairement au projet traditionnel où vous avez une vision qui est beaucoup plus moyen et long terme. Donc ça va peser forcément sur votre gestion du temps. Ensuite, j'en ai parlé, le fait de travailler en mode projet ou en mode de maintenance. Quand vous travaillez avant le go live, avant le déploiement de la solution, vous avez un projet avec des jalons. Et donc, vous avez à peu près une visibilité sur ce que vous devez faire, ce qui est plus facile après pour s'organiser. Par contre, encore une fois, quand vous êtes dans la maintenance évolutive et corrective en tant que business analyst, eh bien, votre agenda, ça va être les urgences qui vont tomber en fonction des tickets logués par les utilisateurs en général. Donc là, c'est une intervention au fil de l'eau et forcément, c'est beaucoup plus compliqué de gérer son temps. Et après, parmi ces contraintes qui pèsent sur la gestion du temps lorsqu'on est business analyst en système d'information, c'est la perception, donc c'est beaucoup plus subjectif, c'est la perception que l'équipe technique a du rôle du business analyst. Parce que souvent, ils n'ont pas une vision très claire. Ils savent que c'est quelqu'un qui va leur donner des fonctionnalités, qui va parler avec le métier, mais ils ne savent pas forcément exactement quel est son périmètre. Donc, souvent, ça devient un interlocuteur fourre-tout. Quand on ne sait pas qui doit faire quoi et qu'il y a un petit peu de notion métier dedans, hop, ça arrive chez le business analyst. Si également il doit y avoir une décision métier qui doit être prise, hop, ça arrive chez le business analyst. Or, le business analyst n'est pas le décideur. Le business analyst, il va d'abord analyser la demande, il va aller recueillir les besoins, poser des questions à ses interlocuteurs métiers, puis après il va réanalyser, il va retransmettre des recommandations aux décideurs métiers cette fois-ci, ou projet, ou technique. Et donc en fait, il y a tout un laps de temps qui va s'écouler. Or parfois, l'équipe projet a besoin d'une réponse très vite. Et c'est ça qui peut un petit peu vous mettre un peu dans l'urgence parce qu'ils veulent une réponse vite, alors que vous savez que vous avez un certain nombre d'activités qui ne sont pas marquées dans une feuille de route du projet, mais qui sont indispensables avant de pouvoir donner une réponse. Donc, concrètement, donc là je suis en train de vous brosser encore une fois le portrait du business analyst un petit peu surbooké, surmené, multitâche. Parce que concrètement, un business analyst, il est beaucoup en réunion. Si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions, c'est qu'à un moment donné, vous avez loupé le coche, parce qu'un business analyst qui n'est pas souvent en réunion, comment est-ce qu'il récolte et qu'il recueille ses besoins? On ne peut pas tout faire en lisant de la documentation ou en appelant au téléphone. Voilà, il y a quand même vraiment besoin d'un contact avec le métier et avec d'autres experts d'ailleurs. Donc, un business analyst est souvent en réunion. Le problème, c'est quand le business analyst y est convié sans savoir pourquoi. Parce que ce n'est pas forcément vous qui initiez ces réunions. Parfois, on vous invite, même très souvent, on vous invite. Mais souvent, vous ne savez pas pourquoi. Donc, ça apparaît dans votre Outlook et finalement, vous ne savez pas si ça va vous apporter de l'information précieuse ou si ça va être une simple perte de temps. Donc, quand vous arrivez dans ce cadre-là où vous êtes tout le temps sollicité, le problème, c'est que ça va décaler vos propres activités, votre propre feuille de route. Quand, par exemple, votre chef de projet vous dit « tu dois rendre les spécifications fonctionnelles détaillées ». Très bien, mais pour donner ce livrable, il y a quoi? Il y a du recueil des besoins, il y a de l'analyse, il y a de la préparation de sessions de travail, de la restitution de sessions de travail, il y a de l'organisation, de la planification. Tout ça, c'est pas marqué dans la feuille de route du chef de projet. Ça sera à vous d'ailleurs de le faire et je vous en parlerai un petit peu après. Donc, c'est vraiment différent quand on est business analyst et quand on est développeur. Il y a des anciens développeurs qui se sentent assez perdus parce qu'en tant que développeur, c'est clair. Ils ont une tâche, ils savent exactement qu'ils doivent coder un composant ou un module. Ils ont un jalon précis, c'est clair. C'est clair, la feuille de route est claire. Je ne dis pas que c'est facile, parfois les délais sont très courts et c'est compliqué, mais c'est clair. Un business analyst, c'est pas ça. C'est à lui en fait de faire de la gestion de projet dans la gestion de projet. Alors pourquoi je vous ai
brosser ce portrait avant de vous donner un petit peu ma réponse à cette question sur la gestion du temps, c'est parce que j'ai fait un sondage en avril de cette année, en avril 2020. Et en fait, j'avais posé la question aux abonnés, quelle est la principale difficulté que vous rencontrez lorsque vous êtes en poste, en tant que business analyst? Alors, ils avaient comme première réponse, tout d'abord, le manque de connaissances de leur métier, des bonnes pratiques de leur métier, puisque, je vous rappelle, 99% des business analysts se forment sur le tas. Donc, effectivement, ça peut poser problème. Ensuite, ils avaient en deuxième grosse difficulté, ils avaient le manque de reconnaissance. Bah oui, finalement, ils ne savaient pas exactement quel est leur périmètre. En face, le chef de projet a une idée tronquée de ce que fait un business analyst, et les autres collaborateurs ou les subject matter experts, pareil, ils n'ont pas une idée très claire, donc manque de reconnaissance, ça va de pair. Hein. Et puis, ils avaient répondu en troisième difficulté, au coude à coude, quasiment d'ailleurs, le manque de temps, ce qui engendre frustration, fatigue et sentiment de ne pas faire un bon travail. Alors, les prérequis justement d'une bonne gestion du temps, c'est ma deuxième partie de ce live. Avant de mettre en place des outils de gestion du temps, il y a des choses à comprendre et à connaître. Première chose à connaître, c'est évidemment votre périmètre d'intervention professionnelle. Il faut que vous connaissiez votre contexte métier. Si vous savez que vous arrivez sur un projet de, je sais pas moi, de mise en place d'un nouvel ERP, ben forcément, vous devez savoir à quel périmètre métier vous allez être affecté. Est-ce que c'est plutôt le module compta fournisseur? Est-ce que ça va être plutôt le module logistique? En général, vous savez ça, mais à l'intérieur, il faut savoir que c'est encore plus décomposé. Donc, il faut vraiment avoir une bonne compréhension de votre contexte métier, parce qu'en tant que business analyst, vous allez recueillir de l'information sur ce contexte métier et vous n'allez pas le faire au-delà, parce que si vous faites au-delà, c'est là que vous allez griller votre temps. Et quand c'est mal défini, votre périmètre métier, ben, comme vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, finalement, toutes les demandes arrivent sur votre bureau et vous ne savez pas si c'est à vous ou pas à vous, vous faites. Et donc après, vous êtes débordé. Donc, connaître votre contexte métier. Deuxièmement, là c'est facile, mais comprendre qu'il y a une différence entre intervenir en tant que business analyst dans un contexte de projet avec des jalons, même si c'est un projet en approche agile, il y a des jalons et c'est structuré. Et savoir qu'effectivement, quand vous êtes au contraire dans une phase d'intervention, maintenance évolutive et corrective, ben c'est très différent. Là, cette fois-ci, vous serez souvent dans l'urgence de traiter des réponses aux tickets des utilisateurs. Il y a beaucoup de business analysts, quand ils démarrent, ils ne connaissent pas cette différence. En fait, ils découvrent que, il y a un mode projet qui existe. Il n'y a pas que dans l'urgence de traiter des logs, des tickets des utilisateurs. Donc, comprenez bien qu'il y a une vraie différence. Et enfin, il faut aussi avoir en tête la hiérarchie opérationnelle et la hiérarchie managériale. Parce qu'en tant que business analyst, le décideur et le valideur, ce n'est pas forcément celui qui va vous contraindre au niveau du temps. Vous dépendez encore une fois d'une information que vous n'avez pas, que vous allez recueillir auprès d'interlocuteurs métiers ou techniques, mais en tout cas de ce qu'on appelle les SME, Subject Matter Experts, les experts, ceux qui ont une connaissance particulière, et c'est auprès d'eux que vous allez recueillir la matière première. Donc il faut que vous connaissiez votre périmètre d'intervention pour pouvoir savoir à qui vous allez demander de l'information, qui va vous vérifier ou va vous valider vos livrables, parce qu'en fait, notamment dans les projets gérés en cycle en V ou en cascade, il faut qu'un livrable soit validé pour pouvoir passer à la phase suivante. Et forcément, ça impacte votre feuille de route. Donc ça, c'est la première chose, le premier prérequis, connaître votre périmètre d'intervention professionnel. Deuxième chose, forcément, il faut que vous sachiez où vous devez aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir des objectifs clairs. Je vois trop souvent, on va dire 2 lignes qui donnent l'intervention attendue du business analyst, mais les objectifs ne sont pas clairs. Il faut vraiment que vous sachiez quels sont les livrables qu'on attend de vous, ou alors les artefacts si vous êtes plutôt en agile. Il faut aussi que vous connaissiez vos activités. Par exemple, un business analyst qui intervient dans une approche agile, son problème c'est qu'il n'a pas l'intitulé business analyst. Il va par exemple être là pour seconder un product owner ou alors pour assister l'équipe de développement agile à faire le lien avec le product owner ou alors X ou Y rôle en fait. Donc il faut que vous ayez des objectifs clairs, soit en termes d'activité, soit en termes de livrables ou d'artefacts. C'est la première chose. Passez un petit peu de temps au début pour vraiment l'avoir en tête. Ensuite, objectif c'est bien,
mais après, il faut avoir une feuille de route et des jalons. Donc, parce que les objectifs, on peut les donner dans 2 ans, on peut les remplir dans 2 ans ou dans une semaine. Hein. Donc ça aussi, il faut vraiment avoir en tête une feuille de route et des jalons clairs, pour vous déjà et aussi pour les autres. Si les délais qu'on vous donne sont trop serrés, plutôt que de vous plaindre, excusez-moi, mais c'est la première réaction qu'on a tous, c'est de se plaindre que c'est trop serré, c'est une contrainte. Donc vous la prenez comme une contrainte pour planifier par exemple vos ateliers. Moi ça m'est arrivé plein de fois où j'avais des contraintes très serrées et pour faire bien les choses, j'avais prévu, je me souviens d'un nombre d'interviews de 200 workshops et interviews parce que c'est un très très gros projet. Bon, bah après, je prends mon calendrier, je regarde les jours où je suis présente chez le client, je regarde mes vacances, puisque je prenais des vacances, je regarde aussi les disponibilités de mes contributeurs, et au final, c'était juste pas possible de faire rentrer les 200 workshops dans mon laps de temps. Donc c'est une contrainte, et j'ai dû revoir mon approche méthodologique en disant, ok, je peux pas faire cette approche de délicitation, bah, je vais le faire d'une autre manière. Par contre, il y a peut-être des risques qui pèsent sur la qualité de certains livrables. Donc ces risques-là, je les avais identifiés et je les ai partagés avec le client. Parce qu'à un moment donné, le client ou votre employeur, il peut aussi trancher en disant non, le risque est trop important de dégrader la qualité, tant pis, on va changer les jalons, on va changer les délais. Ça, c'est vraiment une interaction que vous devez avoir systématiquement. Il ne faut pas rester dans votre coin avec votre stress parce que vous n'arrivez pas à faire ce qu'on vous demande. C'est simplement être pragmatique, pratique et quantifier les risques que vous avez à respecter des délais trop serrés. Ça ne veut pas dire que vous aurez gain de cause. Ça m'est déjà arrivé d'être face à des managers absolument obtus et qui veulent rien entendre. Et c'est un très gros stress, clairement. En tant que freelance, j'ai la chance de pouvoir à un moment donné dire bah écoutez, moi ça ne me va pas, donc je m'en vais. C'est pas le cas de tout le monde. Donc effectivement, voilà. Mais sachez qu'en tout cas, il faut déjà chiffrer, quantifier et vérifier que les délais sont tenables. Ensuite, quand je vous disais qu'il faut savoir où vous allez, il faut également se dire que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas parce qu'on vous dit par exemple tu dois rendre tel livrable que le livrable tu dois pouvoir le rendre totalement terminé. Tu peux très bien dire à ta hiérarchie, à ton client, ok, mais en l'état actuel des choses, étant donné la quantité d'informations à recueillir, la quantité d'experts à interviewer, etc., je te propose de faire un avancement, on va dire, progressif. Par exemple, telle date, je te rends un document en mode draft, en mode brouillon. Ensuite, je peux avoir un statut complété mais non vérifié. Je peux avoir un statut du livrable vérifié mais non validé. Et puis, je peux avoir également un statut du livrable validé. Par contre, il se trouve que dans le projet, vous devez également le renseigner dans un outil d'ingénierie des exigences. Et bien là, pour que ce soit 100% terminé, votre livrable, il faut aussi qu'il soit saisi dans cet outil. Donc, vous pouvez avoir un statut validé, mais pas saisi dans l'outil d'ingénierie des exigences. Donc, il faut aussi se dire que une tâche, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. Elle a un statut d'avancement. Et vous pouvez, l'utiliser, ce statut d'avancement, pour gérer votre temps. Et puis après, quand je dis savoir où l'on va, c'est bien de mesurer votre propre performance. Pas pour vous auto-flageller ou donner le bâton pour vous faire battre, mais justement pour être capable de corriger le tir si ça ne va pas. Si vous savez que pour mesurer votre performance, c'est juste par rapport à un délai prévu, c'est facile de mesurer les performances, vous savez où vous en êtes. Si c'est par rapport à un nombre de, je sais pas, pas un nombre, mais une qualitative, un indicateur de performance qualitative. Après, évidemment, ça se réfléchit. Un indicateur, ça se réfléchit, pas tout seul d'ailleurs, avec d'autres interlocuteurs, mais ça vous permet, ce que je veux vous dire, c'est que ça vous permet de savoir où vous allez et si vous allez bien dans le bon sens. Voilà. Et je reviendrai là-dessus parce que, notamment dans les steering committees, dans les comités de pilotage, c'est des informations que les managers sont très friands de recevoir pour prendre des décisions. Donc, les prérequis, j'ai parlé, connaître le périmètre d'intervention, savoir où l'on va, avec des objectifs, une feuille de route et des statuts de réalisation et des indicateurs de performance. Et puis également, en prérequis, il faut que vous ayez en tête les moyens à votre disposition. Parce que les moyens, c'est quoi? C'est déjà vous, est-ce que vous êtes le ou la seule business analyst qui va intervenir sur votre périmètre? Parfois, vous êtes une équipe, parfois, vous êtes tout seul.
Donc ça joue forcément sur la gestion du temps. Ensuite, les moyens humains pour recueillir l'information. Vous allez avoir face à vous des SME, des Subject Matter Experts, donc des contributeurs, voilà, qui ont eux aussi une vie opérationnelle. Et donc, ils n'ont pas une disponibilité extensible. Il y a des fois, ils ne sont pas dispo plus de quelques heures par semaine, voire par mois. Parfois, ils ne sont pas sur place, ils sont à l'étranger, ils ont un décalage horaire. Ils ont des urgences opérationnelles, si par exemple c'est des comptables, et on sait que pendant les clôtures de fin de mois, il ne faut pas aller les déranger. Le langage utilisé également peut faire que au niveau de la gestion, enfin les moyens humains, ce ne sera pas pareil de discuter et on va dire oui, de gérer le temps avec un utilisateur ou un SME qui est dans votre bâtiment, qui parle votre langue, que vous changez de bureau en face de votre couloir, et vous le retrouvez, que si c'est quelqu'un qui est dans un autre pays avec un décalage horaire, qui parle difficilement anglais parce qu'il n'a pas l'habitude, et vous peut-être que c'est pareil. Voilà, donc les moyens humains pour recueillir l'information, il faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est ça qui peut énormément influer sur le temps que vous allez passer sur vos tâches. Ensuite, également, quand je parle de SME, Subject Matter Expert, je parle aussi de la disponibilité des vérificateurs et des valideurs. Parce qu'on le sous-estime parfois beaucoup trop, mais quand vous avez enfin complété votre livrable, vous êtes content, ça y est, vous avez fait vos spécifications fonctionnelles détaillées, et ben c'est pas fini. Parce que derrière, il faut le faire vérifier et ça peut parfois changer énormément de choses dans votre document et il faut le faire valider. Et là, ben c'est pareil, ça peut aussi changer beaucoup de choses et ça peut donner énormément de délais. Donc, les moyens à disposition, qui sont vos vérificateurs, qui sont vos valideurs et quelles sont leurs disponibilités. Il y a des valideurs qui vont vous dire clairement moi j'ai pas le temps. Ben oui, mais tu es censé valider. Il faut trouver une solution. Ensuite, autre moyen à disposition, les outils, on va dire techniques qu'on met à disposition de la business analyse. Ça veut dire quoi les outils? Est-ce que vous travaillez dans Word, Excel et basta? Est-ce que pour modéliser vos processus, vous allez être obligé de le faire dans PowerPoint? C'est très galère parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand vous avez des cubes, des flèches pour modéliser en fait des processus et que vous voulez changer le moindre truc, parfois on passe 10 ans à remettre la flèche droite. Enfin bon, c'est la tâche qui ne sert à rien, mais qui est indispensable parce que vous ne pouvez pas présenter une modélisation qui est moche à regarder à vos managers, quoi. Ça ne se fait pas, c'est pas professionnel. Donc, quels sont les outils que vous avez à disposition? Est-ce que vous avez aussi des outils d'ingénierie des exigences, c'est-à-dire qui vous permettent de suivre les besoins métiers avec les exigences de la solution et les cas de test par exemple, ou est-ce que vous devez faire tout à la main et dès qu'il y a une modification, c'est un peu prise de tête parce que vous ne savez plus comment ça match, hein, le mapping, vous avez du mal à le faire, ou alors vous avez des outils qui le font facilement. Ça aussi, ça permet de savoir au niveau gestion du temps, le temps que vous allez passer pour ces tâches-là. Quand vous allez faire des maquettes ou des prototypes, est-ce que vous allez le faire avec des outils comme Balsamiq, etc., qui sont des outils très intuitifs, très faciles à utiliser et surtout qui vous permettent de faire votre tâche rapidement. Parfois, la sécurité de l'organisation empêche d'utiliser certains outils et vous n'avez pas le choix. Vous savez qu'ils existent, mais vous ne pouvez juste pas y accéder parce que c'est sécurisé. Ça m'est arrivé pas mal de fois. Donc ça aussi, vraiment à prendre en compte, c'est les moyens à disposition, les moyens techniques. Et puis, j'oubliais, mais aussi les outils de communication. Parce que planifier des ateliers de travail, des licitations, ça peut prendre beaucoup de temps. Parce que vous allez vérifier la disponibilité des salles, parce que vous allez vérifier la disponibilité de vos contributeurs, parce que vous n'avez pas forcément accès au réseau de l'entreprise, et donc vous n'avez pas accès aux agendas des uns et des autres. Donc il ne faut pas négliger du tout cette partie des outils en tant que prérequis avant de commencer à gérer votre temps. Voilà, donc vous voyez, tout ce que je vous ai dit là, finalement, c'est de la gestion de projet, à l'intérieur de la gestion de projet. Donc vous n'êtes pas chef de projet, mais par contre, vous faites de la gestion de projet pour vous assurer que vous allez réaliser vos activités et rendre vos livrables dans les temps et dans la qualité attendue. Donc c'est pour ça aussi que la compétence de chef de projet, en tout cas de gestion de projet, est une compétence clé quand on est business analyst. Encore une fois, contrairement à un développeur où on lui dit quoi faire, quand faire, je schématise mais c'est à peu près ça, c'est pas le cas du business analyst. Alors, troisième partie,
12h47. Bon, je suis désolée, si vous aviez prévu de vous arrêter à 12h50, j'ai pas fini, mais vous regarderez le replay. Alors, les outils pour gérer efficacement votre temps. Premièrement, la première chose, premier outil, on va dire, c'est pas un outil en tant que tel, mais c'est une définition d'aléa. Il faut que vous puissiez définir et adapter un pourcentage acceptable d'aléa. C'est-à-dire, première chose, comprendre que dans tout calendrier, que ce soit personnel ou professionnel, il y a ce qu'on peut planifier sur un court, moyen, long terme. Et puis après, il y a tous les aléas qui vont s'insérer dans votre planning. Donc la première règle pour vous, pour gérer votre temps, c'est d'avoir à peu près en tête un pourcentage de tâches planifiées acceptables et un pourcentage d'aléas acceptables. Ça dépend totalement des organisations, mais par exemple, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez discuter avec votre donneur d'ordre ou avec votre chef de projet. C'est de dire, ok, est-ce que si je fais 50% de tâches planifiées, 50% d'aléas, tu penses que c'est bon? Bon, ils ne sont pas forcément capables de vous répondre, mais c'est pas grave, vous allez l'affiner au fil du temps et par rapport au contexte de l'organisation. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre chef de projet, à votre client. C'est vraiment des hypothèses de travail à partager et à discuter en équipe. Parce que si vous planifiez mal votre temps, si vous gérez mal votre temps, ça va impacter tout le monde. De pouvoir savoir que 50% du temps c'est planifiable et 50% du temps ça va vous permettre d'accueillir des demandes diverses et variées qui ne sont pas planifiées, ça va déjà permettre donc de planifier votre feuille de route personnelle, de sécuriser les résultats, donc ça vous voyez c'est tout à fait audible par un chef de projet et un client. Ensuite, lorsque vous allez faire des points d'avancement, par exemple lors des comités de pilotage, steering committee en anglais, eh bien, ça va vous permettre de vérifier qu'effectivement, vous n'êtes pas submergé d'aléas. Au lieu d'avoir 50% d'aléas, vous êtes à 90% d'aléas et 10% de réalisation d'activités planifiées. Et donc, ça permet de le partager avec le client, de prendre des actions correctives éventuellement, en tout cas de revoir la feuille de route ou de revoir les ressources. Donc, c'est vraiment important de partager ça en comité de pilotage ou avec votre hiérarchie, qu'elle soit opérationnelle ou on va dire hiérarchique. Voilà. En plus, ça vous permet de moins stresser parce que tout simplement, en tant que business analyst, vous allez responsabiliser vos managers, vous allez responsabiliser le client, donc c'est le rôle. C'est pas votre rôle en tant que business analyst d'être une éponge. Par contre, c'est votre rôle de transmettre, de communiquer. Et puis enfin, bien sûr, ça va vous permettre enfin de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de pouvoir ainsi bien les réaliser. Parce que, encore une fois, la priorisation, vous aurez été aidé à bien faire les choses. Si je reprends le livrable des spécifications fonctionnelles détaillées, dans la feuille de route, par exemple, du projet, le chef de projet, il a un jalon, c'est marqué, je ne sais pas moi, monsieur ou madame la business analyst doit rendre CSFD pour tel lot métier pour dans 3 mois. Et il a parfois fait un petit peu au pifomètre, un peu à l'expérience, mais croyez pas que c'est forcément très très rigoureux la définition des jalons. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le business analyst peut aider. Donc vous, c'est important que vous puissiez expliquer, oui mais pour faire des SFD, il faut que j'aille faire des ateliers de travail, sachant que j'ai tant de focal points, tant de contributeurs, et que j'ai établi mes rôles et responsabilités, je sais que j'ai à peu près tant d'ateliers de travail à faire. Quand je prends une semaine de travail de 5 jours, plus et j'enlève les vacances, etc., voilà combien de jours de travail j'ai besoin pour recueillir l'information. Mais je sais également que j'ai à peu près, pour un workshop, j'ai besoin de 2 jours de préparation et de 1 jour de restitution, ou l'inverse, peu importe. Donc vous savez que votre charge sur un atelier de travail, c'est non pas, mettons, une demi-journée, mais c'est potentiellement 5 jours. Donc ça, en fait, c'est important de pouvoir expliquer tout ce processus qui amène à la rédaction des SFD à votre chef de projet, etc., pour que lui, après, il puisse décomposer les tâches en sous-tâches et que ça soit un agenda avec des objectifs atteignables. C'est votre rôle, vraiment votre rôle, puisque vous connaissez parfois beaucoup plus quand même que le chef de projet et les interlocuteurs métiers. Vous connaissez beaucoup mieux que toutes les tâches qui vont vous permettre d'arriver à un résultat. C'est votre rôle de transmettre tout ça. Ensuite, donc, quand vous avez défini un pourcentage acceptable d'aléas et que vous le faites évoluer, forcément, on n'est pas trop figé non plus, eh bien, vous allez pouvoir passer à la définition de vos priorités. Et là, il y a deux manières de faire. Soit, c'est assez simple, et donc vous allez vous baser
sur des contraintes de temps, de rentabilité et de bénéfices potentiels, ou alors sur la pression que vous subissez pour mener à bien le travail, soit c'est plus complexe, et en ce cas-là, il y a des outils de priorisation qui existent. Alors, premièrement, la définition simple de vos priorités. Les contraintes de temps, elles sont importantes lorsque d'autres personnes dépendent de vous pour accomplir une tâche, et en particulier lorsque cette tâche se trouve sur le chemin critique d'un projet important. Donc ça, la contrainte de temps, c'est logique, la gestion du temps, contrainte de temps. Ensuite, l'établissement des priorités peut se faire également en fonction de la valeur ajoutée ou de la rentabilité d'un projet. Ça, c'est souvent la base en fait pour gérer vos priorités. Qu'est-ce que cette tâche va apporter comme valeur au projet ou à l'utilisateur ou au manager? Est-ce qui va améliorer la rentabilité? Quels sont les bénéfices qui vont en sortir? Donc, c'est vraiment une réflexion totalement rationnelle. Ça peut être fondé sur une estimation subjective de la valeur ou alors sur une évaluation financière, par exemple les business cases, etc. Le tout, c'est de pouvoir hiérarchiser les priorités en fonction, encore une fois, des bénéfices et de la rentabilité et de la valeur ajoutée. Et puis après, quand vous voulez définir vos priorités, bien entendu, il y a la pression que vous allez subir face à votre patron, votre client, etc. ou votre employeur société de service, si vous êtes prestataire externe, qui vont vous demander d'achever une tâche particulière. Alors vous savez que ce n'est pas lié au temps du projet, vous savez que ce n'est pas lié à un bénéfice particulier ou une meilleure rentabilité, mais par contre on vous dit en gros tais-toi et fais-le, c'est urgent. Vous ne connaissez pas forcément la cause racine. Donc là, ça peut être tout simplement un moyen de définir vos priorités. Voilà, il n'y a pas à réfléchir parfois à 10 ans. Tant que vous ne subissez pas une pression déraisonnable et illégitime, ça peut être un moyen de définir vos priorités. Néanmoins, alors je regarde l'heure, 12h54, je suis désolée, ça déborde, ça va être un long live, mais c'est une problématique tellement fréquente et tellement prise de tête pour beaucoup de business analysts que je préfère passer un peu de temps dessus. Donc, je reviens donc au fil de ce live. Si vous n'avez pas pu définir vos priorités de cette manière-là, de manière simple, vous pouvez utiliser des outils de priorisation. Parce qu'en effet, il y a de nombreux cas où vous aurez besoin de gérer de manière plus finement les priorités pour être efficaces. Alors, quelques exemples. Vous avez ce qu'on appelle la comparaison par paire. Enfin, vous retrouvez sur Internet, vous tapez Paired Comparison Matrix, par exemple, en anglais. Donc ça, c'est une matrice qui est très utile lorsque les critères de décision sont vagues, sont subjectifs ou incohérents. C'est une matrice en fait à double entrée et elle vous aide à hiérarchiser les options en comparant chaque élément d'une liste avec tous les autres éléments de la liste individuellement. Donc en colonne, vous avez par exemple 10 options possibles, 10 alternatives possibles. Ces mêmes alternatives, vous les allez mettre en ligne et vous allez les comparer une par une avec, comme je ne sais pas si vous voyez les tableaux des anciennes cartes avec comment dire, le nombre de kilomètres qui séparent deux villes par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont quelques années derrière eux et qui ne connaissaient pas encore le GPS, on avait des tableaux à la fin de l'Atlas avec voilà, Paris et Marseille, et on voyait à l'intersection Paris-Marseille, donc Paris en colonne par exemple et Marseille en ligne, et on voyait combien de kilomètres. En fait, la comparaison par paire, c'est exactement ça. Vous mettez en colonne et en ligne des critères de décision et vous comparez un par un. Et à la fin, en fait, vous notez et vous pouvez hiérarchiser les différents éléments. Je vous laisserai regarder sur Internet. Après, vous avez un autre outil qui s'appelle une matrice de décision qui aide à établir des priorités dans une liste de tâches pour lesquelles vous devez prendre en considération de nombreux facteurs différents. Vous avez un autre outil qui s'appelle alors en anglais c'est Action Priority Matrix, en français donc littéralement la matrice des priorités d'action. Là, ça permet d'attribuer une valeur à chaque tâche et par rapport à l'effort qu'elle va nécessiter. Et en fait, cette matrice des priorités d'action, elle permet de repérer ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides, c'est-à-dire toutes les activités, les tâches qui apportent la plus grande valeur le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Et en même temps, ça permet du coup de filtrer toutes les tâches qui, elles, au contraire, absorbent beaucoup de temps pour une valeur plutôt relative, voire potentielle. Ensuite, vous avez un autre outil qui s'appelle l'analyse de Pareto. Alors, quand vous êtes confronté à une multitude de problèmes à résoudre, vous pouvez vraiment utiliser cette analyse pour identifier les changements les plus urgents à mettre en œuvre. Alors, comment on fait très rapidement, vu l'heure, on va regrouper les différents types de problèmes auxquels on va être confronté. Après, on va compter le nombre de cas
pour chaque type de problème. Par exemple, je ne vous donne pas d'exemple, je vous laisserai regarder trop tard. Mais voilà, regroupement des problèmes. À l'intérieur, vous allez quantifier le nombre de cas qui arrivent pour ce type de problème. Et après, tout simplement, on va hiérarchiser les problèmes identifiés du plus fréquent, là où il y a le plus de cas, au moins fréquent, donc là où il y a le moins de cas. Et ainsi, on va commencer par traiter le premier de la liste, donc le plus fréquent, et après, on va dépiler. Alors après, il y a d'autres outils, il y a le principe d'urgence et d'importance d'Eisenhower, la Boston Matrix, etc. En fait, il y a pas mal d'outils que vous pouvez trouver sur Internet, que vous pouvez utiliser et mixer selon le contexte, mais attention de ne pas être plus royaliste que le roi. Si la priorisation simple que je vous ai donnée au début suffit, c'est très bien. C'est vraiment si vous galérez, vous n'arrivez pas à prioriser, que vous pouvez utiliser ces outils. Après, autre chose, parce que c'est très bien de faire ces analyses-là, mais encore une fois, vous ne travaillez pas tout seul et la gestion du temps, elle concerne tout le monde parce que vous êtes tout le temps en interaction avec soit des managers, soit des subject matter experts, soit l'équipe technique. Donc, il faut communiquer. Et la première chose à faire, quand on est business analyst, c'est de communiquer auprès des managers, auprès du client, auprès des dirigeants. Et pour ça, il faut que vous basiez donc sur le référentiel qui est le cadrage de votre mission ou votre fiche de poste. C'est là que vous pouvez dire c'est dans mon rôle ou c'est pas dans mon rôle. Je veux bien déborder, c'est pas un problème, je suis agile et je suis flexible. Mais si jamais je fais quelque chose qui n'est pas de mon ressort, sache que je me mettrai en retard sur d'autres choses. Donc ça, il faut communiquer. Il faut avoir une feuille de route, encore une fois, claire et validée par les parties prenantes. Donc basez-vous sur le planning du projet, sur, par exemple, si vous n'êtes pas dans le mode projet, vous êtes en mode de maintenance évolutive et corrective. Là, par contre, vous savez que toutes les semaines, vous avez un comité de suivi avec le client, par exemple. Vous avez des jalons, en fait, qui sont prévus tout au long de votre semaine. Basez-vous un petit peu sur ces jalons pour établir votre feuille de route. Il faut savoir que les comités de pilotage ou ces jalons-là, ces réunions entre l'équipe technique et le client ou le métier, ou alors si vous n'êtes pas business analyst en système d'information entre vous et vos interlocuteurs managers ou les key users, c'est des réunions qui n'ont pas pour objectif de vous taper dessus. Le but, c'est simplement de faire des points d'avancement. Il faut vraiment prendre ça comme un outil pour vous aider à gérer votre temps. Ça vous permet d'identifier ce que vous avez réalisé, les points, les difficultés rencontrées, les actions à réaliser, et il faut vraiment utiliser ces jalons, ces réunions pour mettre vraiment clairement la clarté sur les difficultés que vous pouvez rencontrer en termes de gestion du temps, pour également lever les risques. Encore une fois, vous n'allez pas être tout seul à prioriser, vous allez donner suffisamment d'informations pour que votre manager puisse prendre une décision, et donc pour cela, il va falloir dire: si tu me priorises telle tâche, je veux bien, mais attention, je ne peux pas faire telle autre tâche, il y a tel risque dessus. Donc, soyez pas dans l'émotionnel, on va dire, et la réaction instinctive, mince, comment je vais m'en sortir. Essayez tout le temps d'être pragmatique, pratique et de dire les choses vraiment factuellement en mettant le responsable, le manager face à ses responsabilités de priorisation. Et puis enfin, je parlais au début de mesurer votre propre performance. Si vous avez des indicateurs de votre propre performance, franchement, utilisez-les pour savoir où vous en êtes, que ce soit pour vous-même, pour vous améliorer, à faire l'amélioration continue, ou pour aider, encore une fois, à vos managers à prendre des actions. Je vais juste terminer ce live avec des astuces supplémentaires pour optimiser votre temps. Alors, première chose, n'acceptez pas de réunion sans savoir pourquoi vous êtes convié, pourquoi vous êtes invité, et combien de temps votre présence est réellement requise. Je vois trop souvent des business analysts qui sont en réunion tout le temps, mais finalement, à la fin de la réunion, ils se disent « mais je ne sais pas pourquoi j'étais là, quoi. En fait, je ne vois pas ma plus-value ». Ou alors, on m'a posé une question, ça a duré 2 minutes sur 2 heures. Donc, si c'est juste pour avoir des informations, vous transmettre des informations qu'on vous convie, c'est très bien, ça veut dire qu'on vous implique dans pas mal de sujets, mais vous pouvez également être simplement destinataire du compte-rendu, ça peut être suffisant. Donc, à vous de juger si vous avez envie de participer ou pas à une réunion, ou juste pour capter des informations corollaires, ou si un compte-rendu vous suffit. Deuxième chose, savoir refuser des demandes si elles ne font pas partie de votre périmètre. D'où l'intérêt d'avoir une clarté partagée sur votre périmètre métier. C'est pas, refuser une demande, ça ne veut pas dire être mal poli, quoi. Vous pouvez
simplement le dire poliment, dire écoute, j'aurais bien aimé t'aider, mais c'est vraiment pas dans mon périmètre. Par contre, demande à un tel ou une telle s'il peut t'aider. Il y a l'art et la manière d'exprimer un refus, mais sachez que c'est quand même une option qui est très intéressante et qui peut vraiment vous aider à gérer votre temps. Si vous ne pouvez pas refuser parce qu'on vous met la pression hiérarchique ou peu importe contractuellement, et bien systématiquement réévaluer vos priorités. Donc là encore, réévaluer, ça veut dire partager, communiquer. J'aime bien la notion de la gestion des priorités du product backlog en agile. Donc ceux qui connaissent les approches agiles, ils savent que quand on fait la gestion du product backlog, donc des priorités, des fonctionnalités à mettre dans la solution informatique, ben en fait c'est tout simplement un grand panneau et vous collez des post-it ou des fiches. Et on peut les bouger comme on veut, c'est assez flexible et ça permet de faire monter ou descendre les priorités. N'hésitez pas à faire la même chose de votre côté, hein, à avoir, d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez derrière moi, j'ai des tableaux avec des post-it, là je sais pas, hop je peux tourner un peu, c'est ce que je fais, j'ai mes post-it avec des priorités que je bouge sans arrêt selon les urgences qui parfois évoluent. Et puis en plus ça permet à toute l'équipe de les voir aussi, si vous avez un panneau ça permet à tout le monde de savoir quelles sont vos priorités. Également respect. Respect de quoi? Des priorités des autres. Parce que, effectivement, face à vous, vous avez des gens qui vont un peu faire le forcing, qui vont vouloir vous forcer à accepter certaines demandes, et d'autres qui seront beaucoup plus dans la retenue et qui n'oseront pas, alors que c'est très important pour eux, qui n'oseront pas vous inciter à prendre en compte leurs demandes. Donc, n'hésitez pas à passer 5 minutes juste pour comprendre en quoi c'est urgent pour la personne qui vient vous faire la demande face à vous et éventuellement pour lui trouver une solution de contournement. Ok, je ne peux pas m'occuper de toi, je comprends que c'est important. Écoute, peut-être que tu peux faire de telle manière ou demander à telle autre personne pour essayer de t'aider. Sachez que vraiment, ces personnes-là vont vous être reconnaissantes d'être respectueux de leurs propres contraintes. Elles vous renverront l'ascenseur. Et un business analyst qui travaille dans un environnement d'entraide, eh ben c'est un business analyst qui fait du bon boulot parce qu'il va avoir des informations, on va lui renvoyer l'ascenseur. Donc, soyez toujours très respectueux des autres également. Ensuite, autre chose, décomposer des objectifs à long terme. Vous avez un objectif de spécification fonctionnelle détaillé, très bien. Ensuite, vous allez le détailler en objectif à moyen terme et à court terme. Quelles sont les tâches que vous allez devoir accomplir à titre personnel? Un truc tout bête, c'est marqué que vous devez faire d'une élicitation, donc du recueil de besoins. Très bien. Combien de séances? Qu'est-ce que vous devez faire pour programmer une séance? Vous devez avoir accès au réseau d'entreprise. Ah, vous ne l'avez pas, donc il faut que vous fassiez la demande. Ou alors, vous devez aller vérifier les disponibilités des salles. Ça tombe bien, il y a une fiche navette ou alors dans Outlook, c'est indiqué. Ensuite, vous allez devoir vérifier les disponibilités de chacun. Alors, soit c'est des gens en interne, vous pouvez voir leur agenda, soit c'est en externe et vous ne pouvez pas voir l'agenda, il faut aller leur téléphoner. Donc, décomposez en objectifs et vous vous mettez sur un cahier ou sur ce que vous voulez. Toutes ces tâches de granularité très fine. Et moi, pour vous dire vraiment, pour travailler, pour avancer, parce que je travaille énormément, je donne toujours beaucoup d'informations, que ce soit dans mon blog ou là, vous voyez, le Facebook Live ou les formations et toutes mes activités autour. Je vous jure, tous les jours, j'ai un cahier et je marque pour la journée qui va se dérouler mes tâches prioritaires. Et je les coche, et je ne monte pas mon cahier, mais c'est rigolo parce que c'est quelque chose qui m'aide énormément à avancer. Si je ne faisais pas ça, je serais sans doute débordée de tâches toute la journée qui sont certes importantes, mais pas cruciales. Et je n'avancerai pas, et j'aurai une grosse frustration à la fin de la journée. Donc n'hésitez pas à faire ce travail-là, parce que vous n'allez pas perdre de temps, au contraire, vous allez en gagner. J'espère que je vous ai vraiment amené des informations qui vont vous permettre de gérer mieux votre temps en tant que business analyst, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, puisque vous voyez, le sondage a vraiment montré que c'était une préoccupation majeure. Mais j'espère vraiment de tout cœur que je vous ai donné des astuces pour mieux gérer votre temps et que vous profitiez vraiment de l'intérêt de ce boulot qui est génial de business analyst, en tout cas que moi j'adore. Si vous avez aimé ce live, comme d'habitude, vous likez, vous partagez. Prochain live, je vais répondre à la question suivante, la différence entre les indicateurs KPI et TCO. J'en ai déjà parlé, mais je vais vous expliquer pourquoi pour un business analyst, c'est important de comprendre ce que c'est un KPI et un TCO, Key Performance Indicators et Top Company Objective. Et je vais vous donner des exemples concrets. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.